Bonjour à tous, je suis Robinson Chapmeni, docteur en droit, homme politique camerounais et je réside en ce moment à Québec, au Canada. Alors je voudrais parler ce matin aux Camerounais de mon programme politique qui est axé spécifiquement sur la réforme de la justice au Cameroun. Et ce matin, je voudrais initier un dialogue, un échange avec le peuple camerounais sur le thème suivant, l'instrumentalisation de la justice pénale au Cameroun à des fins politiques. Alors pourquoi ce thème? En faisant des recherches sur les dysfonctionnements de la justice au Cameroun, alors j'ai relevé une série d'affaires judiciaires qui opposent le ministre camerounais de la Justice, M. Laurent Esso, au secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo. Alors, une série d'affaires qui fait émerger une certaine tendance, une série d'affaires qui a un impact sur le fonctionnement de la justice. C'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Alors, parmi les affaires qui ont retenu mon attention, il y a une sur laquelle nous allons plancher et qui constituera en quelque sorte notre laboratoire d'analyse. Alors, j'ai choisi pour ce matin de parler aux Camerounais de l'affaire Kanabois contre le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngor. Bien. Commençons par rappeler les faits de la cause. Alors, M. Nassar Bouadir, qui est directeur de la société Kanabois, un investisseur de nationalité libanaise, se plaint de ce que le directeur du port autonome de Douala, M. Cyrus Ngor, qui est un administrateur civil camerounais, alors il lui reproche d'avoir imposé à certaines sociétés, notamment la société Kanabois, une nouvelle tarification des redevances locatives qu'il a jugée suicidaire pour ses investissements au Cameroun, et cela en violation d'une convention de 2015 qu'aurait signée la société Kanabois avec le port autonome de Douala. Alors, le directeur du port autonome de Douala a été traduit devant le tribunal de première instance de Douala, statut en matière correctionnelle, pour y être jugé des faits d'abus de fonction. Alors, à ce stade, il a été condamné et la condamnation a été pratiquement confirmée devant la chambre d'appel de la cour à Douala, où, pour cette infraction, M. Cyrus Ngor a été déclaré coupable d'abus de fonction et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, une amende de 1 700 000 francs CFA payés à l'État du Cameroun et des dommages et intérêts de 3,350 milliards de francs CFA à verser à la société Kanabois. Commençons par identifier le problème dans cette affaire. Alors, le problème réside précisément dans l'augmentation des redevances locatives, c'est-à-dire du prix du loyer. Et selon la partie plaignante, cette augmentation intervient au mépris d'une convention signée avec le port autonome de Douala. Voilà le problème. Mais en fait, ce problème va nous amener à poser 5 questions fondamentales pour comprendre cette affaire.
Alors, la première véritable question qu'on va se poser est de savoir si l'État du Cameroun, à travers le port autonome de Douala, avait-il le droit d'augmenter le prix des loyers des usagers du port autonome de Douala en violation d'un contrat avec les parties contractantes? C'est la première question. La seconde question à laquelle nous voulons répondre dans le cadre de cette analyse est de savoir si le différend entre le port autonome de Douala et la société Canabois est-il un différend commercial ou est-ce que ce différend relève de la sphère pénale? La troisième question à laquelle nous voulons répondre est de savoir si, en augmentant le prix des loyers, le directeur du port autonome de Douala a-t-il violé la loi pénale camerounaise? Quatrièmement, nous voulons savoir si ou pourquoi la justice camerounaise a-t-elle poursuivi pénalement le directeur du port autonome de Douala qui a manifestement agi dans l'intérêt de l'État en augmentant le prix des loyers pour renflouer la trésorerie de l'État. Et dernière question, pourquoi la justice camerounaise a-t-elle choisi la voie pénale alors qu'il était possible de choisir une autre voie de règlement de ce différend lié à un investissement? Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, de dérouler le plan de cette conférence. Alors, le premier point que nous allons analyser, c'est le contexte de rivalité politique entre le ministre Laurent Esso, ministre de la Justice, et le secrétaire général à la présidence, des rivalités qui auront un impact sur le fonctionnement des cours et tribunaux au Cameroun. Deuxième point de la démonstration serait de montrer que le différend entre le port autonome de Douala et la société Canabois est un différend lié à l'investissement et par conséquent qui relève de la compétence du juge commercial ou arbitral. Dans un troisième moment, nous allons nous intéresser à l'infraction d'abus de fonction qui est reprochée au directeur du port autonome de Douala, que nous qualifions d'invraisemblable. Quatrièmement, nous allons analyser le détournement de la justice pénale camerounaise par le ministère camerounais de la Justice. Et cinquièmement, nous allons analyser les conséquences de cette affaire sur l'intégrité du système judiciaire camerounais. Donc voilà, mesdames et messieurs, les 5 points que nous vous proposons d'examiner dans le cadre de ce différend. Alors, sur le premier point, relatif aux rivalités entre le ministre de la Justice, Laurent Esso, et le secrétaire général de la présidence de la République, je voudrais mettre en évidence ici une analyse politique, une analyse menée par des acteurs politiques. Alors, qu'est-ce que les analystes politiques disent de la rivalité entre ces deux hommes? En me promenant sur la toile, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, ils nous disent qu'il y a une véritable bataille de tranchées entre deux puissants barons du régime actuel au Cameroun. Donc, on parle d'une bataille de tranchées. Et présentant les deux protagonistes, voilà, ils disent que d'un côté, on a le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est au cœur du réacteur de la lourde et impitoyable machine judiciaire. Alors on présente le ministère de la Justice comme une machine impitoyable. Une machine qui est destinée à briser, à broyer les adversaires du ministre. Alors ils disent que le ministre peut mettre en branle cette machine pour régler ses comptes politiques
ou broyer ses adversaires politiques. C'est ce que les analystes politiques notent, que la justice est un instrument entre les mains de M. Laurent Esso, ministre de la Justice au Cameroun, qu'il utilise pour broyer ses adversaires politiques. Alors, ces mêmes analystes politiques vont présenter M. Ferdinand Ngongo, le second protagoniste, comme étant le président bis, c'est-à-dire le second président de la République du Cameroun, qui dispose de très larges pouvoirs présidentiels. Et les analystes politiques concluent en disant que ces deux personnalités, ces deux barons du régime au pouvoir, ont manifestement opté de se rendre coup pour coup. Et que l'affaire Kanaboua contre Port autonome de Douala en est une illustration éloquente. Examinons le second point, qui est relatif de notre point de vue à faire la démonstration selon lequel le différend qui oppose Kanaboua, la société Kanaboua, l'investisseur libanais au directeur du port autonome de Douala, qu'il s'agit d'un différend lié à l'investissement. C'est la démonstration que nous voulons faire dans le cadre de cette seconde partie de l'exposé. Alors, qu'est-ce que nous voulons souligner? Alors, rappelons déjà la plainte de la société Kanaboua. Elle dit que l'augmentation du loyer décidée unilatéralement par le directeur du port autonome de Douala met en péril ses investissements. Donc les investissements de la société Kanaboua au Cameroun sont en danger du fait de l'augmentation des loyers. Alors donc, au cœur ou en cause dans cette affaire, c'est le péril, la menace qui pèse sur les investissements de la partie plaignante. Alors, cette donnée nous renvoie tout de suite à analyser ou à mobiliser le droit international des investissements. Alors, ce droit va accorder un certain nombre de protections à l'investisseur privé. Alors, nous ne revenons pas sur ces protections, mais nous nous attellerons à une seule protection qui, de toute évidence, serait mobilisée, applicable dans cette affaire. Ici, on veut parler de la clause de stabilisation. Avant de définir ce que c'est que la clause de stabilisation, nous allons la situer par rapport aux déclarations de la société Kanaboua. Alors, la société plaignante va dire que l'augmentation qui est décriée, l'augmentation des loyers qui est décriée, a été faite, entreprise, au mépris d'une convention de 2015 signée avec le port autonome de Douala. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans la convention de 2015, qui régit la relation entre le port autonome de Douala et la société Kanaboua, il y a certainement une clause qui fixe le prix du loyer. Une clause qui encadre le prix du loyer. Une clause qui aurait été violée par le port autonome de Douala. Voilà ce qui ressort des plaintes de la société Kanaboua. Maintenant, en quoi cette clause pourrait-elle nous intéresser? Que signifie la clause de stabilisation? En droit des investissements, la clause de stabilisation, comme son nom l'indique, c'est une clause qui vient stabiliser le cadre juridique et économique du contrat. C'est une clause qui vient geler toutes les énonciations, les négociations, les conclusions, ce sur quoi les parties contractantes se sont entendues au moment de la formation du contrat. Mais pourquoi cette clause devrait-elle être importante ou insérée dans ce contrat? Simplement parce que
les changements de législation, les changements de personnel pourraient être de nature à remettre en cause l'équilibre de ce contrat ou les clauses de ce contrat ou l'économie de ce contrat. Et donc, pour se prémunir de ces changements qui peuvent impacter sur les investissements, alors on insère une clause de stabilisation. Alors, la question que le juriste se pose est de savoir, est-ce que la clause de stabilisation paralyse le pouvoir de l'État à édicter, à énoncer, à légiférer sur des normes qui soient au demeurant susceptibles d'impacter sur l'économie de ce contrat? Alors, le droit international des investissements est clair. L'existence d'une clause de stabilisation ne paralyse pas, n'anéantit pas la souveraineté de l'État, qui reste maître d'édicter des législations sur des politiques légitimes, notamment en matière d'économie, en matière de sécurité au travail ou en matière d'environnement, etc. Des investisseurs peuvent conclure ce type de clause, mais pour autant l'État a le droit, compte tenu de la souveraineté